Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer l'analyse du portefeuille de Monish Pabray. Donc, dans la première vidéo que j'ai réalisée la semaine dernière, on avait analysé l'entreprise AMR. Donc, je vous invite à regarder cette entreprise. C'est une entreprise intéressante qui a une croissance de plus de 33 000%. Notamment, donc, Monish Pabray, c'est un investisseur value au même titre que Warren Buffett. Donc, il est surtout connu notamment pour ses prises de position dans des entreprises long terme, des entreprises de valeur. Donc quand on regarde son portefeuille, ce sont surtout des entreprises liées à des ressources de matières premières. Donc la logique est assez simple, c'est de se dire que les ressources, les matières premières sur Terre sont en quantité limitée et lorsqu'on a une vision long terme, voire très long terme, forcément, si l'entreprise est bien gérée, qu'elle ne fait pas trop qu'il n'y ait pas trop de bêtises dans la gestion, elle peut performer sur la durée. Donc ça, c'est la logique de l'investissement value de Monish Pabray. Il est également connu pour avoir écrit de nombreux ouvrages autour de l'investissement value et d'avoir fait le pari fou de se dire ok, j'ai envie de rencontrer mon mentor, j'ai envie de rencontrer Warren Buffett et donc pour la petite histoire, il avait payé plus de 600 000 dollars pour pouvoir dîner avec Warren Buffett. Donc je pense que tout le monde n'est pas prêt à mettre cette somme-là et tout le monde n'a pas forcément cette somme-là pour pouvoir aller dîner avec Warren Buffett. Lui, il l'a fait, donc il a été connu, donc il a été médiatisé aussi pour tout ça. Donc un investisseur value qui est très intéressant à étudier. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais surtout analyser non pas le fonds qu'il gère, mais plutôt son portefeuille personnel, puisqu'on a accès aussi au portefeuille personnel de Monish Pabray, qui est assez condensé. Donc ça, c'est une chose qui est assez paradoxale lorsque vous étudiez un peu les plus grands gestionnaires de fonds au monde, c'est qu'ils ont des portefeuilles assez concentrés. Donc le sien, il n'y a que 4 valeurs. Donc on a étudié la première valeur qui est AMR. La deuxième qu'on va voir aujourd'hui c'est ARCH. Donc on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Chose aussi intéressante à regarder, donc ça donne quand même la timeline sur lequel Monish Pabray se situe. Là, c'est une timeline de son portefeuille, de la valeur de son portefeuille sur ces 10 dernières années. Donc comme vous pouvez voir, quand même, c'est un portefeuille qui a été divisé par deux par rapport à son plus haut et par rapport à là où on en est actuellement. Donc à son plus haut sur les 10 dernières années, en 2014, quatrième trimestre 2014, c'était un portefeuille qui était évalué à 552 millions de dollars, là où aujourd'hui son portefeuille est à 232 millions de dollars. À son plus bas, il est descendu même jusqu'à 73 millions de dollars. C'est un portefeuille qui reste, même si on est dans un investissement value, même si on est sur une timeline beaucoup plus longue, vous pouvez voir qu'on a eu quand même une volatilité assez forte sur son portefeuille à la baisse malheureusement. Personnellement, quand j'ai découvert ces chiffres-là, j'étais assez surpris. C'est une timeline qui est très longue, évidemment, à mon sens, qui est sur plusieurs décennies, dont la logique tient la route de se dire les, les matières premières sur Terre sont en quantité limitée et à un moment donné ou un autre, c'est des entreprises qui vont performer. Maintenant, le problème, c'est que, comme disaient certains investisseurs aussi, avoir raison trop tôt, ça peut équivaloir à avoir tort. Donc effectivement, sur 10 ans, perdre 50% de son portefeuille, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, ça n'empêche en rien qu'il est très intéressant d'étudier cet investisseur qui a une philosophie d'investissement intéressant à s'inspirer. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire exactement ce qu'il fait, mais plutôt essayer de comprendre son mindset, son pourquoi est-ce qu'il réalise ses investissements, s'en inspirer et surtout après tirer profit quelque part de sa compréhension. Comme si je fais l'amalgame par rapport même au sport, ce que disait Tony Parker, hein, que j'apprécie beaucoup, lui ce qu'il disait dans une de ses interviews, il disait que plus jeune en fait, il passait des heures et des heures à regarder toujours les mêmes vidéos de Michael Jordan. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez un peu à la psychologie humaine, à la façon dont le cerveau est fait, nous avons tous enfants appris par imitation. Et c'est comme ça que l'enfant apprend le langage. Et quelque part, si vous avez des objectifs, si vous souhaitez
devenir un bon, si ce n'est un très bon investisseur, c'est intéressant de regarder également ce que font ceux qui sont considérés comme le meilleur du marché. Mais ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité, que vous soyez dans l'ingénierie, que vous soyez dans l'innovation, dans le sport, comme l'exemple que je viens de donner. C'est vraiment d'aller, on n'invente pas la roue, c'est d'aller s'inspirer de ceux qui ont tracé la voie avant nous et de voir simplement qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire encore une fois de faire exactement la même chose, mais de pouvoir s'en inspirer, trouver votre style ensuite et après d'avancer là-dessus. Moi j'ai une passion pour l'investissement, donc c'est pour ça que je fais la chaîne Amplitude et je vous invite à vous inscrire également à la chaîne puisque sur cette chaîne-là, on va partager et on partage la psychologie et les positions que réalisent les meilleurs gestionnaires de fonds, mais pas que. On va aussi regarder ce que font les crypto-monnaies. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de bataille à avoir, des batailles parfois qu'on peut entendre de manière un peu stérile, que ce soit pour les investisseurs value ou la crypto-monnaie qui effectivement a une vision plus spéculative, mais il y a des profits à prendre. Donc après, ça dépend de votre style d'investissement. Et en tout cas, si vous êtes 100% crypto-monnaie, je vous invite à regarder ce qu'il y a au niveau des actions. Comme on a pu voir sur l'action AMR, il y a eu une croissance de plus de 33 000. C'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver pour les meilleures crypto-monnaies. Et inversement, si vous êtes purement investisseur stocks, de regarder potentiellement également ce que vous pouvez tirer des crypto-monnaies. Encore une fois, que ce soit au niveau des actions, au niveau des crypto-monnaies, le but c'est d'investir en sachant finalement notre style d'investissement, mais également en gérant bien son risque et la taille de ses positions. Donc comme disait Howard Marks, donc c'est pas tant d'investir dans des bonnes actions, mais d'investir dans des actions à bon prix et ensuite choisir sa taille de position sur laquelle on est confortable et de gérer les risques en conséquence. Voilà, une fois que tout ça est dit, on va regarder maintenant que fait l'entreprise ARCH, donc ARCH Ressources. Donc là, on voit un peu le price action de cette entreprise-là. Quand on regarde un peu leur site internet, donc on voit que c'est une entreprise au niveau vraiment tertiaire industriel, puisqu'on est vraiment sur un producteur de produits métallurgiques. À mon sens, effectivement, c'est des entreprises dont on comprend le business qui est dit ennuyeux. Donc, c'est un peu la philosophie de l'investissement value, investir dans la valeur profonde, la valeur des choses. Et effectivement, actuellement, ça peut avoir du sens, puisque si vous vous intéressez un peu à l'actualité, donc effectivement, il y a des tensions actuellement d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, autour des minerais, des métaux critiques. Si par exemple on regarde sur le site La Croix, donc c'est sur l'article qui a été écrit le 17 mai 2024, effectivement, actuellement il y a des tensions mondiales sur ce secteur-là. Au niveau de l'approvisionnement sur les minerais, les métaux critiques, etc. D'autant plus qu'on est dans une période de tension géopolitique. Donc, s'il y a des risques de guerre, etc., les entreprises qui peuvent performer, c'est forcément des entreprises dans le secteur de la défense et dans les entreprises dans les secteurs des matières premières type minerais, métaux précieux, etc. etc. Ça fait sens. Donc on va voir maintenant pourquoi est-ce que Monish Pabray a pris cette position et quand est-ce qu'il l'a pris et est-ce qu'effectivement c'est une position intéressante et pourquoi pas est-ce que ça peut vous aussi vous intéresser. Donc quand on regarde un peu son portefeuille, c'est une position qu'il a pris, si on décline un peu, parce que ce qui est bien sur ce site-là, Value Insider, vous avez aussi l'historique sur 10 ans des entrées-sorties des différents investisseurs. Et là, on voit que cette position avait été prise, alors si je ne dis pas de bêtises, c'était au troisième trimestre 2023, effectivement. Donc on a ARCH, Monish Pabray a pris cette position-là. Si je me mets par exemple en Q2 2023, on n'y était pas. Donc effectivement, on est bien sur une prise de position Q3 2023. Donc Q3 2023, au niveau de l'action du prix, donc on était où C'était vers août 2023, juillet-août 2023. Donc on était ici, donc quasiment au plus bas par rapport au retracement qu'on a eu depuis mars 2023. Monish Pabray est connu comme étant un investisseur value dit contrariant. Personnellement,
je ne- En tout cas, pour cette prise de position, c'est pas forcément le cas. Puisque pour moi, en tout cas, être contrariant, c'était investir plutôt ici quand personne n'en voulait. Donc en juillet, juin 2020, où là le prix de l'action était à 25 dollars, 28 dollars. Elle est montée en l'espace de 2 ans, elle est montée à 166 dollars. Donc ça nous a fait, si on prend la mèche au plus bas jusqu'à la mèche au plus haut, on était sur une croissance de 700% sur cette action-là. Pourtant, c'est une large cap au niveau des actions et pourtant, elle a une dynamique une amplitude très forte comme ce qu'on peut retrouver aussi dans les crypto-monnaies. Donc encore une fois, si vous êtes full crypto-monnaie et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à regarder aussi les stocks, ça peut vous apporter aussi des opportunités qui peuvent être intéressantes. Après, pour Monish Pabret, qui lui est rentré plutôt à ce niveau-là, donc on est plutôt, on avait déjà eu une grosse performance, on est plutôt sur ce qu'on appelle une suivi de tendance. Donc on n'est pas forcément dans l'esprit contrariant tel qu'on est dans la définition pure. Les personnes qui étaient contrariantes, c'était les personnes ici qui ont investi au plus bas, là où personne n'en voulait pendant plusieurs mois, qui ont fait une performance monstrueuse. Ils ont vendu au plus haut, c'était du 700%. Maintenant, là, Monish Pabret s'est positionné ici sur un retracement, donc quasiment au plus bas du retracement avant que ça reparte. Donc on est plutôt sur une suivi de tendance. Néanmoins, au plus haut, donc actuellement il a une performance sur cette action de 39% et à son plus haut il était sur 82%. Donc c'est pas dégueulasse, c'est même pas mal du tout. Si on regarde un peu techniquement là, après je ferai l'analyse fondamentale de cette entreprise-là, mais si on regarde, si on prend du recul par rapport à l'analyse technique et à sa position d'entrée, donc effectivement il s'était positionné à un retracement de 0,5 et il y avait une confluence notamment d'indicateurs qui montraient que c'était une zone quand même intéressante, puisque ici, je vous la trace, vous aviez un big support juste là. Hop, je, vous la, alors, je vais vous la retracer. Donc, si je trace. Donc, ici, vous aviez le gros support. On avait cette imbalance, on l'a complètement comblé. On était sur un retracement de moitié de Fibonacci et on avait ce support énorme, monthly. Et effectivement, c'était des zones, en tout cas en suivi de tendance, on est sur des zones d'investissement idéales. Celle-ci aurait été encore meilleure, mais le marché n'est pas venu nous la chercher, nous la prendre. Mais on est venu parfaitement prendre cette dynamique-là pour pouvoir repartir là. Là, actuellement, on est de nouveau sur de nouvelles zones d'investissement potentiel. Donc, si vous vous intéressez, si en tout cas cette action vous intéresse, elle rentre actuellement sur des nouvelles zones qui peuvent être intéressantes pour investir. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres analyses et regarder si elles peuvent vous intéresser. Mais en tout cas, d'un point de vue analyse technique, on est dans des zones confortables puisqu'on est même allé chercher par rapport à ce mouvement-là du 0,786 de retracement. Donc là, on est sur un retracement encore de moitié. On reste encore dans des zones acceptables pour de la suivi de tendance. Après, en termes, donc effectivement, on va voir après dans l'analyse fondamentale, est-ce que cette entreprise a du potentiel ou pas. D'un point de vue macroéconomique de ce qu'on a vu, c'est le cas. Il y a une logique de se dire qu'effectivement, en cas de crise, de tension majeure, ce qui est le cas actuellement, ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur le site, effectivement, c'est des entreprises qui peuvent performer. Après, en objectif mathématique, donc si on prend le dernier mouvement qu'on a eu, en objectif AB est égal à CD, donc du coup, si on reprend cette dynamique, donc ça peut nous donner un prix qui peut aller nous chercher, hop, aller nous chercher du 187 dollars. Donc ça nous donne en objectif, donc on irait chercher potentiellement un nouvel ATH, donc du 38% de gain. Ce qu'il faut noter, c'est que quand même actuellement, on est dans des je veux juste que je vous montre, hop. Hop, j'efface ça. Alors, on est quand même dans des zones actuellement, ici, si je vous la trace, c'est la big résistance. On est venu buter sur ce prix-là en mai 2022.
en février 2024, en mars 2024. Donc si on continue à accélérer, ça sera quand même un gros support à aller chercher. Ce qui pourrait expliquer qu'on break ce niveau-là. Bon, moi j'avais regardé un peu les chiffres, on va le voir tout de suite après. En termes de d'EBITDA par exemple, on n'est pas forcément, c'est pas la folie non plus. Donc ce qui peut expliquer un engouement de cette action-là, si on va chercher un nouvel ATH, ça serait potentiellement la vision macroéconomique. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, effectivement, ça peut avoir du sens. Ça peut nous offrir du 34%. On retourne, on est actuellement sur des zones encore confortables pour de la suivi de tendance. Donc pourquoi pas. À vous de voir si vous, ça peut vous intéresser. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Mais je trouve intéressant d'analyser pour comprendre la philosophie et la psychologie de Monish Pabret sur ces investissements-là. Je pense personnellement qu'il y a des actions qui ont plus de potentiel. Maintenant, je comprends sa logique, je comprends son raisonnement, je comprends sa vision macroéconomique. C'est une entreprise qui a des fondamentaux quand même assez solides financièrement. On va le voir tout de suite après. Personnellement, si elle devait m'intéresser, ça aurait été plutôt dans ces zones-là. Aujourd'hui, une fois qu'on est sorti de ça, c'est de la suivi de tendance, pourquoi pas. Après, ça dépend de la taille de vos positions, c'est une question aussi d'appétence. Donc, à vous de faire vos propres opinions. Maintenant, pour continuer cette compréhension-là, on va analyser un peu les chiffres dans l'entreprise. Donc, si je me mets sur le site Guru Focus, donc sur ce site-là, donc là actuellement, le site nous donne un scoring actuel de 69 sur 100. Donc si je me mets sur le résumé, donc par rapport à ce que nous dit ce site-là, on est plutôt sur la fair value. Donc le prix actuellement, on est sur un prix équitable. Mais encore une fois, un prix équitable, si vous êtes investisseur, c'est pas forcément ce qu'on va chercher si vous voulez faire de la performance. Surtout que là, on est sur des échelles très longues, comme on a vu le portefeuille de Monish Pabret. En 10 ans, il a perdu plus de la moitié de son portefeuille. Bon, j'imagine que ça ne le fait pas plus broncher que ça, mais donc du coup, il est peut-être sur un portefeuille de plusieurs décennies. Moi, personnellement, dans ma conviction et dans ma vision des choses, avoir raison trop tôt, ça équivaut à avoir tort. Donc là, on est sur la fair value et donc l'idéal, c'est d'acheter des bonnes entreprises sur des prix intéressants. Donc effectivement, si on aurait été dans ces zones vertes-là, typiquement ici, par exemple, ou qu'on revient chercher ces zones-là, effectivement, là, ça commence à être des prix, moi, qui pourraient m'intéresser. Donc, on n'y est pas. Est-ce que le marché va nous l'offrir? On verra. Encore une fois, le but, c'est pas de FOMO sur les actions ou même les crypto-monnaies, c'est simplement d'attendre patiemment et des opportunités, le marché vous offrira, si c'est pas celle-ci, ça sera une autre, et d'être patient si vraiment elle vous intéresse. Pour moi, être sur la fair value ici, c'est pas le moment. Si on était ici, qu'on va chercher ces zones-là, c'est encore moins le moment. C'est plutôt vers ces zones-là ici que ça pourrait potentiellement être intéressant. Donc là, est-ce qu'on voit après en termes d'analyse au niveau, clairement au niveau des finances, on est bon. La profitabilité également. Euh, donc maintenant, si on va regarder un peu typiquement là en termes de marge de sécurité, la marge de sécurité est une notion que mettait en avant Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett. La philosophie vraiment de l'investissement, il n'y en a pas 36 000, c'est déjà ne serait-ce qu'avoir une marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est quoi? C'est rentrer dans des positions qui vous sont confortables, sur une taille de position confortable et également sur lesquelles le prix est inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment la philosophie de Benjamin Graham. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on calcule la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc là, le site Guru Focus vous donne plusieurs façons de la calculer, puisqu'on peut la calculer de plusieurs façons. On peut la calculer par les earnings. Moi, personnellement, c'est pas le point que je vais regarder. Pourquoi? Parce que les earnings, dans le calcul, elle est basée sur le bénéfice net qui est le bénéfice par action.
donc le BPA en français. Donc ce calcul-là est fait sur le bénéfice net, mais le bénéfice net peut être optimisé si vous, voilà, si vous connaissez un peu la comptabilité par rapport aux activités financières de l'entreprise ou les activités exceptionnelles de l'entreprise. Un élément qui est plus intéressant si vous souhaitez faire évaluer l'entreprise à la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est plutôt d'utiliser le calcul au niveau des flux de trésorerie d'exploitation. Là, ça nous donne vraiment la vision opérationnelle de l'entreprise en termes de capacité à l'entreprise de générer des liquidités. Donc là, typiquement, ce que ça nous donne, effectivement, on est sur une marge de sécurité de 22% au prix actuel, à la fair value. Donc c'est pas mal, 22% de marge de sécurité. Donc en tout cas, si cette entreprise vous intéresse, vous avez une marge de manœuvre, une marge de sécurité de 22%. C'est pas mal. Après, quand on rentre un peu en profondeur sur les autres ratios de performance de l'entreprise, par exemple ici, ce qu'on voit, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'EBITDA, euh, on n'est pas très bon, puisque par rapport, si on compare à l'année précédente, on est sur un EBITDA de moins 42%. C'est pas non plus la folie. Après le reste, les éléments nous valident quand même la solidité de l'entreprise. Le Benich M-Score nous donne en fait, c'est un ratio qui nous permet en fait de savoir si les comptes de l'entreprise ont été optimisés de manière plus ou moins agressive. Pourquoi? Parce que dans une comptabilité d'entreprise, c'est un arrêté comptable et donc du coup c'est une photo que vous prenez. C'est un peu quand vous faites la pose, quand vous prenez une photo, bah, on se veut le plus beau, la plus belle, etc., etc. Et la comptabilité, on peut un peu, euh, j'allais dire maquiller, mais rendre la mariée plus belle, comme on dit. Et donc du coup, ben là, ce score-là nous indique si effectivement on a fait de l'optimisation comptable de manière trop agressive ou pas. Là, c'est pas forcément le cas. Un Benich M-score à moins 2,22, c'est que il y a de faibles chances qu'il y ait de l'optimisation comptable. Là, on est sur du moins 2,66, donc c'est très bien, pas de souci là-dessus. Après, le Altman Z-score, donc ça nous indique, c'est un scoring qui nous indique la solidité financière de l'entreprise, est-ce qu'elle a des chances ou non de faire faillite. Bon, c'est plutôt là, si vous investissez dans les small cap, là, c'est un scoring qui est intéressant à regarder. Là, on est largement au-dessus des 1,88 qui est le point d'attention. Donc, a priori, pas de souci là-dessus. Après, quand on va regarder un peu les autres ratios, le Piotrowski F-score, donc on est sur un ratio de 6 sur 10. Donc ça, pareil, c'est plutôt pour les entreprises en redressement, les small cap qui ont eu de grosses difficultés de voir la capacité en entreprise à rebondir et où on en est par rapport à ça. Donc pour les large cap, c'est un peu moins intéressant à regarder. Après, quand on va regarder un peu les autres ratios de performance, le ROA, le RE et le ROIC, c'est toujours intéressant de les regarder puisqu'elles nous donnent la performance de gestion d'une entreprise, comment sont utilisés les capitaux propres et les actifs. Là, ce qu'on voit au niveau du RE, c'est qu'on est sur du 17, plus de 17%, donc ça c'est très bien. Le RE, c'est quoi? Ça vous donne comment est utilisé les capitaux propres de l'entreprise. Donc là, on a un RE de 17, presque de 18%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Pour 1 euro de fonds propres, l'entreprise a la capacité de générer 18 centimes de bénéfices. Donc c'est ça que ça signifie. Et donc du coup, c'est un scoring plutôt bon. Le ROA, pareil, qui nous donne plutôt cette fois-ci la capacité, comment sont utilisés les actifs de l'entreprise. Les actifs, c'est ce que l'entreprise possède. Et là, on est sur un ratio de 10%, donc ce qui est également très bien. Après, le ROIC est un critère un peu différent, qui est, moi, pour le coup, que j'aime regarder, puisque le calcul est un peu différent. Autant le ROA et le RE sont basés sur le bénéfice net, autant le ROIC est basé sur le résultat d'exploitation après impôt. Donc du coup, ça nous donne une vision beaucoup plus opérationnelle de comment sont utilisés les capitaux propres par rapport à l'exploitation. Donc là, on a un ratio également plutôt confortable.
Donc en gros, si on doit faire la synthèse un peu de cette entreprise-là, une entreprise solide financièrement, malheureusement avec un résultat courant un peu en baisse. Si on va regarder sur 30 ans, qu'est-ce que nous a donné un peu l'entreprise? Donc on voit qu'au niveau des revenus depuis ces 30 dernières années, en tout cas depuis que l'entreprise existe, depuis 91, les revenus sont globalement sur une courbe en croissance. L'EBITDA, quant à lui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des hauts et des bas, mais globalement, on est, euh, on est assez stable depuis le début de l'entreprise. Bon, c'est pas une entreprise qui performe d'un point de vue exploitation, euh, d'un point de vue EBITDA, mais qui est sur une philosophie un peu macroéconomique, qui est de dire que bah, les ressources sont limitées, et donc bon, bah, clairement, c'est une entreprise qui peut performer. À mon sens, par rapport à là où on en est, si vous étiez contrariant, c'est ici qu'il fallait investir. Ici, on est sur de la suite tendance. Monish Pabré a pris cette position ici. Il est sur une position positive de plus 33% actuellement. Est-ce que l'entreprise a des chances d'aller nous chercher de nouveau cette zone-là? Sans doute. C'est une big résistance quand même qui nous permettrait de la casser. C'est pas tant, à mon sens, l'analyse de l'EBITDA, mais ça va être plutôt la vision macroéconomique. On l'a déjà eu ici. C'est pour ça que moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est même si elle ne vous intéresse pas, vous non plus, bah, c'est d'analyser et d'essayer de comprendre pourquoi un investisseur value comme Monish Pabray a pris cette position. Après, si elle vous intéresse, bon, bah, on est quand même dans des zones confortables ici de positionnement. Voilà, du coup, à vous de voir vous ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre opinion à vous aussi de cette entreprise-là. À vous abonner également, encore une fois, de regarder la précédente vidéo si l'analyse des entreprises du portefeuille de Monish Pabray vous intéresse. Et moi, je fais ce lien, vraiment, cette analyse aussi bien crypto-monnaie que au niveau des stocks. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Au revoir.